On va prendre une série de 4-5 questions et on passe la parole. Ah, en plus, je vais raconter une petite anecdote. Aïe, aïe, aïe. Je vais essayer de faire au plus vite. Donc, bonsoir à tous. En fait, il y a quelques temps, j'ai participé à un atelier qui s'intitulait Agir ensemble, avec diverses belles associations. Et à la fin de cet atelier, j'ai posé comme question, pour toutes ces associations, qui agit ensemble parfois. Et là, un grand blanc, et d'un coup, en fait, il y a quelques mots qui sont retombés, quoi. Concurrence, compétition. Et comme vous parlez de la légende du petit colibri, pour éteindre ce feu de forêt, il faut être plusieurs, et à un moment mettre sa personnalité de côté, penser au but commun, et aller voir ses amis éléphants pour qu'ils nous aident aussi à éteindre le feu. Donc ma question c'était quels sont les bienfaits de s'associer avec d'autres groupes, comme vous avez plein d'associations? Ah oui, alors vous les rappelez parce que moi je vous les rappellera parce que je... Oui. Merci. Alors oui, une petite question également pour vous, les agriculteurs. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, effectivement, nous sommes passés dans une agriculture intensive. Et depuis, ce qu'on a vu, c'est à peu près toujours la même chose. José Bové, par exemple, a commencé à vouloir dénoncer cela. Il s'est pris directement toute la FNSEA sur le dos. Quand Monsanto a balancé des OGM, l'INRA a essayé tant bien que mal de les suivre en faisant un peu n'importe quoi. Maintenant, nous sommes en surproduction, les productions ne valent pas grand-chose, pour après devenir des valeurs spéculatives sur les marchés boursiers dans le plus grand cynisme. Comment pouvons-nous faire pour appuyer sur le monde paysan, qui à mon avis est très peu représenté ici aujourd'hui, pour justement avoir une manière raisonnée et réfléchie d'imaginer l'avenir? Oui, moi, ma question sera très courte. Je voudrais savoir ce que vous pensez du concept de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, bon, il y a toutes les sauces. On parle de transport durable, on parle d'agriculture durable, on parle... Et aujourd'hui, de mon point de vue, on y met tout et n'importe quoi. Et c'est devenu finalement un élément de communication beaucoup plus qu'une réalité concrète au niveau d'actes précis à poser. Bonsoir, vous avez parlé de paradoxe, de compétitivité à l'école. Je me rappelle de ma présence ici dans cet amphi où je n'ai pas été retenu. Beaucoup de gens, mais pas moi. Par contre, pour ce qui est de la compétitivité à l'école et du paradoxe, sachez qu'il existe au sein des écoles des offices de coopération à l'école où on apprend à coopérer quand même. Une dernière. Alors moi j'ai une question. Tout à l'heure vous êtes réjoui d'avoir véhiculé l'idée par le nom de vente de vos livres, et j'ai la sensation que pour nous c'est peut-être facile d'imaginer toute cette idée parce que la société de consommation, on est dedans ou on en sort peut-être, ou en tout cas on est dedans. Et il y a d'autres populations dans le monde qui n'y ont pas encore eu accès et qui cherchent à la découvrir. Et j'ai la sensation que c'est un peu compliqué pour nous de leur expliquer le droit chemin alors qu'on a fait les erreurs qu'ils s'apprêtent à faire. Donc je me demande comment on peut réagir par rapport à ça. Peut-être répondre à ça tout de suite. Oui. Oui. On va commencer par ça. On commence par Oui, le chemin, si vous voulez, il y a évidemment un très grand malentendu que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idéologie, parce que j'appelle ça une idéologie que l'Europe a forgée, est une idéologie qui a été incarnée évidemment, mais avec dans un contexte colonial, dans un contexte de drainage des ressources pour monter le modèle. C'est pas un procès que je suis
en train de faire, c'est simplement une réalité. Moi, je suis très occidental dans ma culture aussi, donc je ne suis pas en train de faire le procès de l'Occident, parce que quand on voit un Africain, ça pourrait être interprété comme je suis en réaction contre l'Occident ou l'Europe. C'est pas du tout ça. C'est le fait qu'on est dans un malentendu que j'ai essayé d'expliquer. On a érigé un modèle, mais dans un contexte colonial, dans un contexte de drainage des ressources, et on a érigé ce modèle. Et il est devenu spectaculaire. Pendant les 30 Glorieuses, c'était absolument spectaculaire. Donc ça a illusionné tout le monde. Et tous les pays, ce qu'on appelle émergents, ils rêvent de quoi? Ils rêvent de rentrer dans les valeurs ou les dispositifs européens, occidentaux, d'une façon générale. Donc et à ce moment-là, si tous les Chinois, tous les Pakistanais, tous ceux qui sont hors de la sphère occidentale proprement dite, voulaient consommer comme l'Occident, la planète déposerait le bilan, parce que c'est impossible. C'est totalement impossible. Et c'est ce qui n'a pas été compris. Et c'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit en Occident ou ailleurs, il faut reconsidérer en quelque sorte notre mode de fonctionnement, notre mode de consommation, et tous nos modes, pour les ajuster à une réalité qui est planétaire. Alors, la planète offre des choses. Il y a la magie de l'agriculture. C'est pour ça que moi je reste paysan. Je reste vraiment paysan. D'abord parce que c'est celui qui embrasse le pays, qui est embrassé par le pays. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'étreinte en quelque sorte de destin. Moi, l'étreinte de ce destin que j'ai réalisé en Afrique avec la terre. Donc il y a des comment dire, la nature nous offre des potentialités mais incommensurables. Savez-vous qu'avec, vous le savez, vous ne pouvez pas le savoir, qu'avec un grain de blé, vous semez un grain de blé, vous avez au moins, mettons la plus mauvaise condition, vous avez au moins 5 épis. Bon, vous pouvez en avoir plus, mais mettons 5 épis, c'est le minimum. Chaque épi comporte 40 graines. Ces graines, vous les repoussez, c'est la surabondance. Donc la nature n'est pas défaillante, absolument pas. Quand vous voyez que vous avez un grain une semence de tomate et que cette tomate, vous la semez, que ça vous donne un plant de tomate, lequel vous donne des kilos de tomates, lesquels chaque tomate comporte quelquefois des dizaines de graines, etc. Vous imaginez la puissance exponentielle, en quelque sorte, qu'offre la nature aujourd'hui. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il y a cette potentialité et qu'il y a des gens qui ont faim? C'est pas du tout à la nature et à sa défaillance. Alors ça, c'est ce qui est reproductible. C'est ce qui peut se reproduire à l'infini, qui s'est produit depuis les origines et qui continuera à se reproduire. Et il y a d'autres ressources qui sont, eux, épuisables, parce qu'elles sont épuisables parce qu'elles comportent un certain potentiel et que ce potentiel ne se reproduit pas. Et comme il ne se reproduit pas, on va vers donc l'épuisement. Et on aboutit à une espèce de généralisation de la pénurie. Et ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est effectivement une pénurie. Et on est dans une civilisation qui a malheureusement engagé les choses sur... est-ce qu'on peut appeler ça le pétrolitique? Je ne sais pas si ça se dit le pétrolitique, je ne sais rien. En tout cas, on est dans une espèce de pétrolitique dans lequel on a exhumé d'une matière souterraine combustible et sur cette matière souterraine combustible, on a érigé un système et une société qui est la modernité. Et il se trouve que cette matière combustible, elle n'est pas illimitée, bien qu'elle soit abondante, et en même temps elle produit des nuisances terribles. C'est-à-dire que d'avoir exhumé cette matière, on est rentré dans un processus évidemment de nuisances que nous pouvons aujourd'hui repérer, contrôler et évaluer. Donc du coup il y a nécessité aujourd'hui de comprendre. Moi je ne pense pas que les civilisations telles qu'elles sont aujourd'hui puissent continuer à se passer indéfiniment de l'énergie de la vie qui est représentée par la nature. C'est impossible.
Donc le retour à l'énergie de la vie, c'est le retour à l'initial, et donc à ce qui se maintient en quelque sorte dans la pérennité. Et parallèlement, nous avons un système que nous avons organisé, qui est certainement la civilisation la plus fragile de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, vous supprimez l'électricité, les combustibles, la communication, et c'est l'effondrement général. Moi, l'autre jour, il y a eu une simple panne d'électricité chez moi, et j'ai listé tout ce qui ne marchait plus, et je me suis dit, ben voilà, tout est paralysé. Voilà. Et bêtement, je rentre dans une chambre, j'essaie d'allumer, ça ne s'allume pas. Le frigo, il se met au repos, et vous pouvez lister tout ce qui se met en grève, uniquement par une panne d'électricité. Alors vous ajoutez à cela la panne de combustible, c'est la paralysie générale. Aujourd'hui, la communication est devenue importante. Donc là aussi, vous avez des problèmes. Alors la fameuse communication, moi j'ai pris un TGV il y a quelques jours, il était archi comble. Je suis rentré comme dans une chapelle. Silence total. Alors il y a ceux qui sont comme ça avec leur truc, il y a ceux qui tapent. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je veux dire, j'ai pas pu parler à une seule personne. Et on parle de communication, mais qu'est-ce que c'est que cette communication? Je veux dire, elle est en train de détruire la relation. J'ai même des amis qui me disent, au moment de passer à table, l'enfant, hop, il va à son ordinateur. Comme si ça l'enquiquinait d'être en convivialité avec sa famille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc on est obligé de déceler toute l'ambiguïté qu'il y a dans cette notion de progrès. Alors je ne sais pas si je ne suis pas à côté de la plaque moi-même. C'était quoi la question? C'était comment par rapport aux pays émergents? Oui, les pays émergents, c'est ça, c'est qu'il y a une illusion de croire que c'est le modèle dominant aujourd'hui qui est le modèle que tout le monde doit adopter. Et ça, c'est une immense erreur, parce que ça va accélérer le processus de destruction de la planète, puisque les prélèvements des pays émergents vont augmenter, et de prélèvement en prélèvement dans ce système de prédation continue et d'épuisement des ressources, si les pays émergents devraient avoir l'intelligence certes de profiter de ce que la modernité peut apporter, mais aussi construire le substrat de l'existence. De toute façon, le substrat de l'existence, c'est-à-dire ce qui va permettre à la vie de se maintenir, c'est la nature, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Et on est en train d'évoluer probablement vers une famine planétaire. Donc j'avais écrit il y a déjà des années le recours à la Terre, pas le retour, mais le recours à la Terre, et vous verrez que d'ici quelque temps, on sera bien obligé d'avoir recourir aux énergies de la vie que recèle la nature, quand on aura épuisé les fausses énergies qui, eux, ne mènent à rien d'autre qu'à une dégradation et des pénuries. Il y avait une question sur les bienfaits du travail ensemble. Le travail ensemble, c'est évident que l'avenir de toute façon ne sera pas au chacun pour soi. C'est impossible d'imaginer un avenir au chacun pour soi, ne serait-ce qu'en prenant très objectivement les structures sociales aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont du travail et il y a ceux qui n'ont pas de travail. Ceux qui n'ont pas de travail sont soutenus par ceux qui ont du travail, et il y a des dispositifs, si vous voulez, sociaux qui permettent finalement de venir au secours de ceux qui manquent de travail. Et je ne pense pas qu'on puisse redresser la situation. À mon avis, et je suis pas angoissé par le fait qu'on ne puisse pas redresser la situation. Ce qui m'angoisse, c'est que l'imaginaire et que l'imagination ne se mobilise pas à dire quelles alternatives pour demain, pour changer la société. Et c'est pour ça que j'ai exalté un peu la société civile avec ses innovations, etc. Donc il y a en cours un imaginaire nouveau, une créativité nouvelle qui va en quelque sorte compenser la dégâts, parce que le système va s'effondrer, qu'on le veuille ou non. Vous voyez, quand un pays par exemple s'effondre, il entraîne les autres.
un cas très précis, les Russes sont en difficulté, les Allemands le sont aussi, parce que les Allemands ne peuvent plus revendre aux Russes, etc. Donc ce maillage en quelque sorte et cette interdépendance, qu'on le veuille ou non, qui est créée, quand il y a un effondrement quelque part, il entraîne forcément l'effondrement des autres. Donc c'est pour ça que le modèle est à repenser sur d'autres bases. Et l'associativité, il se trouve que j'ai proposé il y a quelques années ce qu'on appelle les oasis en tout lieu, ce que nous appelons les oasis en tout lieu. Et qu'est-ce que c'était les oasis en tout lieu? C'est de dire, demain n'étant pas au chacun pour soi, peut-être faut-il envisager dans ce désert social, désert économique, désert qui est en train de s'installer, des lieux où des gens se regroupent pour mener vie ensemble. Et ils créent un espace de convivialité, un espace de mutualisation des ressources, un espace de coopération et de dynamique mutuelle. Et c'est ça qui pourra sauver les gens. C'est certainement pas quand un chômeur n'a plus droit à rien, etc. C'est certainement pas ça. Et c'est pour ça que la coopération me paraît absolument indispensable pour le futur. Une question était sur le monde paysan et la manière dont on peut agir pour que le monde paysan agisse de façon plus réfléchie. Disons qu'on peut pas dire qu'aujourd'hui il y a vraiment un monde paysan. C'est plus la paysannerie, c'est des exploitants agricoles, c'est voire des industriels de la terre. C'est plus des paysans. Et il y a tout un passage évidemment qui est d'ordre psychologique. Le paysan a toujours été méprisé par le paysan, c'est l'archaïque, c'est le etc. C'est ce qu'on a constamment, l'idéologie a asséné que le paysan c'est quelqu'un qui est victime de sa glèbe, il est attaché à sa glèbe et donc il n'évolue pas, etc. Et à force de ressasser le caractère disons archaïque du paysan, le paysan légitimement il a voulu devenir moderne. Et il est devenu exploitant agricole. Comme ça, je me mets à jour en quelque sorte de l'évolution parce que sinon je suis traité de pauvre type qui, etc. Ça c'est l'aspect psychologique. Dans le monde paysan, il y a quelque chose qui m'a toujours blessé aussi. C'est quand même la guerre de 14, qui a été un génocide. Je n'appelle pas ça une guerre, c'est un génocide. C'est un génocide où les paysans allemands, les paysans français se sont génocidés au nom de valeurs de critères qui n'étaient pas tout à fait les leurs. Vous n'êtes pas obligé de partager, mais moi je le vis vraiment comme un génocide et non pas comme une guerre. Donc du coup, le paysan a disparu et on s'est installé dans l'exploitant agricole. Et on a modifié. L'une des raisons de mettre aussi le paysan à jour, disons, de la modernité, ça a été les techniques agronomiques modernes. Où on a dit, maintenant, vous savez, au sortir de la guerre, on disposait de beaucoup de nitrates, de beaucoup de choses, etc. Donc comment utiliser ces nitrates, les orienter vers l'agriculture. Et on est rentré dans quelque chose de gravissime, puisque la pétrochimie internationale a fabriqué un agronome prescripteur de ces substances. Et l'agronomie tout entière a été orientée sciemment vers l'usage de ces substances. Vous ajoutez à cela évidemment les pesticides, etc. Et vous avez donc une agronomie qui n'a plus rien à voir avec l'agronomie paysanne, où la ferme était un écosystème, où il y avait des animaux, il y avait tout ça constituait une espèce d'écosystème. C'est ce que nous avons reproduit en Ardèche en prenant notre propre ferme. Et bien maintenant vous avez des spécialistes qui font que des céréales, d'autres qui font que du maïs ou autre chose, etc. D'autres qui ne font que de la production animale, avec même des choses très répréhensibles concernant la condition animale, que l'on fait à l'animal dans cette vision produire des protéines. Et on ne voit même plus que c'est un animal. On voit des protéines. C'est tout. Et donc on est passé dans une forme de cruauté en quelque sorte que je ne peux pas approuver.
j'ai visité certains endroits où les poules sont là pour pondre, c'est tout. Et puis tout est cette matière en quelque sorte de fabrication d'usine de protéines, où finalement on ne perçoit plus que c'est une créature vivante, et que cette créature vivante, eh ben, elle a le droit quand même à un peu de respect, quoi. Donc de ce fait, ben, on est dans une dérive très importante. Il y avait encore une question sur le développement durable. Alors, oui, le développement. Je vous ai vu faire la grimace, alors. Oui, je suis un peu dubitatif. Moi, quand on dit développement durable, je vois un lapin avec le rable très, très développé. Et je vois ces choses. C'est évidemment dans l'intention. Dans l'intention, qu'est-ce qu'on veut par le développement durable? C'est-à-dire quelque chose qui se reproduit, qui n'a pas des limites et qui ne s'épuise pas. L'intention est certes louable, mais le problème aujourd'hui, c'est que effectivement, on peut parfaitement. La notion même de développement est une notion, malheureusement, dans laquelle on s'est piégé. Le développement, c'est une idéologie qui prétend qui rejoint en quelque sorte la croissance économique indéfinie et illimitée. Et on a défini un développement qui est issu de l'histoire de l'Occident elle-même, et qui prétend se proposer comme la solution à l'ensemble du genre humain. Or, c'est pas du tout cela. C'est devenu une espèce d'idéologie de la croissance indéfinie. Donc, et on a dit, tiens, on est allé beaucoup trop dans les excès, beaucoup trop dans... Eh bien maintenant, on va faire du développement durable, c'est-à-dire celui qui va durer. Seulement, la question du développement est à remettre en question, comme l'économie. Qu'est-ce que l'économie? L'économie, c'est quoi? C'est un système de prédation indéfini. Et c'est plus de l'économie, ce qu'on appelle l'économie n'est pas de l'économie, parce que l'économie requiert une durabilité, justement. Et c'est là où on rentre dans le système, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et quand la véritable économie, c'est pas celle qui dissipe. D'ailleurs, on dit de quelqu'un qu'il est économe, etc. Et aujourd'hui, on a travesti l'économie pour en faire un système de prédation continue, fondé, on amène l'être humain à être insatiable, c'est-à-dire on manipule l'être humain pour être insatiable. Moi, je regarde la télé le soir, je ne regarde pas des choses compliquées. Colombo, ça me suffit, hein, vous savez. Je ne cherche pas des trucs compliqués, parce que dans la complication, je suis toute la journée. Quand je me mets devant ma télé, je veux regarder un film. Mais mes enfants regardent, tu regardes ça? Je dis oui, regarde ça, ça me distrait, c'est tout ce que c'est peut-être stupide, mais ça me distrait. Bon. Et alors, pendant mon film, alors on me dit, j'ai pas assez, il faut que j'achète ceci, il faut que je prenne cela. J'avais envie d'écrire d'ailleurs aux chaînes de télévision, heureusement qu'il y a un moment de publicité, ça me permet d'aller faire pipi. Voilà. Parce que, et on voit cette manipulation, on se sent presque humilié. On n'a pas besoin de me dire me manipuler mentalement pour me faire acheter un truc. Il suffit de me dire, voilà, ce truc-là, c'est pratique, ça sert à quelque, ça vaut tant. Ça me suffit largement. Là, on me respecte. Mais quand on me manipule, hein, presque d'une façon subliminale, c'est-à-dire en agissant sur l'inconscient pour me faire acheter, je regrette, je suis humilié. Je ne suis pas humilié dans le sens où ça ne me concerne pas, mais voilà. Alors donc l'être humain, après un bon repas, on est repu, on a même, etc., on n'a jamais assez. Et l'être humain est manipulé toujours à sentir psychologiquement dans la pénurie et non pas dans l'abondance. Même quand il est dans l'abondance, on le manipule de façon à ce qu'on lui fasse ressentir qu'il y a le manque. Et donc le manque prend tellement d'importance que ça entraîne à la consommation. Ce fameux consommateur qui n'arrête pas de consommer, et on se rend compte que finalement cette consommation indéfinie, elle répond à un état psychologique dans lequel il y a comme justement un manque ou un déficit de joie intérieure.
un déficit de joie, un déficit, et on pense que c'est avec ça qu'on peut rétablir. Non, ça donne du plaisir, ou tout ce que vous voudrez, mais ça ne donne pas la joie. Et la joie ne s'achète pas, c'est-à-dire que c'est le bien suprême. Aucun milliardaire ne peut s'acheter la joie. Et vous la trouvez chez quelqu'un de simple, qui n'a presque rien, il a la joie. Les autres, ils ont de l'argent, mais ils peuvent s'acheter des yachts, des avions privés, ce que vous voudrez, mais il n'y a pas la joie. Et donc, du fait de ce déficit de joie, on pense que c'est la compensation, c'est par la consommation. Je vais acheter ça, mais c'est un petit plaisir momentané et qui ensuite se banalise. Tout se banalise, tout. On achète une voiture. Moi, je me rappelle, je roulais avec des Juva 4, enfin des choses. Il fallait faire de l'acharnement thérapeutique sur ma voiture. Tous les matins, je la suppliais aujourd'hui. Emmène-moi à tel endroit sans problème, je t'en supplie, etc. Bon, j'avais la possibilité de soulever le capot, d'entrousser mes manches, de faire des. Aujourd'hui, c'est très complexe, on ne peut rien faire. Bon, et donc cette situation de manipulation de l'être humain à n'être jamais satisfait ne peut pas créer de la satisfaction. Et donc de ce fait, consommons, sans pour autant être dans la joie. Alors la question c'était sur le développement durable. Le développement durable. Il faut remettre en question la question du développement lui-même, parce que ça, elle relève. Le développement, c'est pas le côté durable, c'est le développement. Voilà. Et parce que la notion de développement, elle relève d'une idéologie très particulière, qui est celle de ne jamais mettre un seuil à l'avoir indéfini. Mais c'est avoir indéfini ne peut pas produire de la satisfaction, puisque pour être satisfait, il faut atteindre un seuil dans lequel on est satisfait. Et quand on regarde nos propres vies, j'ai à manger, je suis vêtu, j'ai un toit sur ma tête, je peux soigner, j'ai le nécessaire, j'ai l'indispensable en quelque sorte. Et une fois qu'on a l'indispensable, après il y a ce qu'on pourrait appeler toute la frange du superflu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui en fait embrouille la société aujourd'hui? C'est pas l'indispensable qui n'est pas assuré à tout le monde. Il y a en pleine prospérité, il y a des gens qui sont dans la rue. J'ai appris qu'en Angleterre, il y a 5 millions d'individus affamés. Ça m'a sidéré. Je me disais, mais l'Angleterre, 5 millions de gens qui ne mangent pas à leur faim, c'est quand même incroyable dans cette surabondance. Donc la notion de développement relève de l'idéologie de la croissance, laquelle relève évidemment de l'insatiabilité érigée comme système humain. Et là, on est piégé. On reprend les questions. Bonsoir. Oui. Vous disiez que l'homme doit retrouver le lien avec la nature. Aujourd'hui, 50% des hommes vivent en ville, 80% en Europe. Et de plus, la ville, comme on dit, être durable, est une ville dense. Est-ce qu'on n'a pas là un problème? Et est-ce que vous ne pensez pas que d'un côté, l'étalement urbain ne permet pas aussi de reprendre un certain contact avec la nature? Bonsoir Pierre Rabhi, je vous souhaite un bonsoir parce que vous n'en offrez rien. Ça fait tellement bien de vous entendre dire des valeurs que je ressens profondément. Je me sens beaucoup moins seule dans ce sentiment d'être au milieu d'une société malade. Des fois, on se pose la question de savoir si c'est nous qui sommes malades ou si c'est le système. Et je voulais vous poser une question parce que je vous ai vu intervenir dans l'émission du Grand Journal sur Canal+, il n'y a pas très longtemps, où l'animateur a laissé entendre que peut-être vous vous présenteriez aux élections 2017. Vous n'avez pas donné réellement une réponse. Et moi, j'avais l'espoir, en fait, que vous le fassiez, même si c'est pas dans l'objectif d'être élu, mais pour qu'il y ait des personnes qui n'ont jamais lâché de s'entendre,
qui allument leur poste de télévision pour regarder les différents candidats et qui s'ouvrent un peu à la conscience, telle l'allégorie de la caverne de Platon. Bonsoir. Ma question était, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la société occidentale... Il faut parler plus fort, on n'entend pas bien. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que la société occidentale dans laquelle on vit actuellement est atteinte du syndrome de Peter Pan dans l'idée où elle a encore envie de grandir de manière indéfinie. Donc c'est une histoire de croissance et qu'on pourrait se dire que maintenant c'est bon, on a une croissance très faible, voire négative, et on peut dire maintenant on est adulte, c'est bon, on a fini de croître et on commence à s'agir en fait. Bonjour, Pierre Baptiste. Je voulais revenir sur le problème de la croissance. De la croissance. Parce que évidemment il y a beaucoup de contreparties et de mauvais aspects de la croissance qu'on réalise aujourd'hui. Mais il y a aussi quelques avantages, ne serait-ce que les améliorations techniques dans des domaines tels que la santé et que les sciences, par exemple, où on a découvert des choses. Donc savoir si, en annulant la croissance, ou du moins en arrêtant de croître, comme on le fait actuellement, on envisage également certains sacrifices dans des domaines tels que la médecine, tels que l'éducation ou le savoir. On prend encore une question, puis après on essaie de... Oui, dernière question. Donc, je voudrais dire aussi que vous êtes aussi quelqu'un qui connaissait votre affaire. Quand on parle de l'acrobiologie, c'est pas donné à tout le monde. Moi j'essaie de cultiver mon petit jardin et ça ne pousse pas très bien parce que bien que j'essaye de faire avec mon compost et tout ça, mais je ne suis pas très doué. Donc c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Et quand vous parliez de ce contact avec la nature que vous avez découvert en cultivant cette terre, oui, je vous en dis un petit peu parce que vous avez quelque chose qui est l'ordre du ressenti là et qui est très riche. Bon, bien sûr, je ressens un petit peu ce côté et je ressens aussi quand même la difficulté de la tâche que doit avoir un paysan quand parce que la terre n'est pas toujours évidente à cultiver quand même. Il y a un savoir-faire comme vous avez et dont nous avons besoin aussi. Alors, Marion, on s'arrête peut-être là parce que ça fait quand même déjà 5 questions. Ça fait déjà 5. Ce sera la prochaine fois peut-être. Non, je sais pas. La dernière, il a le micro. Bon, alors la dernière. Merci beaucoup. Faut mettre vraiment le micro. Oui, voilà. Je voudrais faire une réflexion par rapport à un domaine qui est le mien, qui est de l'agriculture. On assiste dans ce début du XXIe siècle à une migration des centres de décision des hommes politiques, c'est-à-dire des capitales politiques, des assemblées politiques, vers des lieux indéterminés qui sont des conseils d'administration internationaux, qui sont des cabinets juridiques internationaux, plus ou moins occultes et plus ou moins visibles du grand public, et qui prennent des décisions contre lesquelles on a l'impression que ce qu'on peut faire, c'est presque un peu vain. Vous parliez tout à l'heure de gestes qu'au quotidien on peut faire. C'est vrai qu'on peut trier ses ordures, faire mettre au composteur, trier. Et qu'est-ce que c'est par rapport aux milliers et aux millions de tonnes de déchets qu'on déverse dans la mer qui fabrique un 6e continent. On a l'impression que les petites choses qu'on fait au quotidien, elles ont du mal à intervenir sur le déroulement du quotidien. Je prends l'exemple de l'apiculture. La question, voilà. On est face à des multinationales qui prennent des décisions de diffuser des produits chimiques, des pesticides, des néonicotinoïdes, par exemple, qui sont
non seulement, comment je veux dire, nocifs par eux-mêmes, mais dont les produits qui viennent de la dégradation sont encore plus nocifs, puisqu'on parle actuellement de nocivité autour de quelques milligrammes à l'hectare. Ça va, comment je veux dire, ça va se jouer sur des dizaines, des centaines d'années, peut-être des millénaires. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'humains, pour essayer d'inverser cette situation face à des lieux de décision qu'on ne connaît pas? Alors, on va s'arrêter là peut-être. Voilà. Alors, au niveau des questions, il y a des questions qui tournent autour de la nature. Est-ce que le contact avec la nature peut être compatible ou avec l'étalement urbain, ou l'étalement urbain compatible avec le contact avec la nature? L'agrobiologie, ça s'apprend, c'est difficile d'être paysan. Enfin voilà, il y a des questions autour de tout ça. Et puis peut-être que sur l'apiculture, enfin, on peut prendre en même temps. Oui. Oui. Pardon. Pas facile. Non, pas facile. Non, je pense que c'est vraiment important que nous comprenions que le contact avec la nature est une ambiguïté, puisque nous sommes la nature. C'est ça qui a introduit dans l'esprit. Nous sommes des mammifères, qu'on le veuille ou non. Donc, dans notre physiologie, on peut dire qu'on est comparé à d'autres mammifères. Simplement, on est en quelque sorte perfectionné, dans le sens où on a un cerveau qui est particulier, que nous sommes érigés droit, on s'est redressé, paraît-il, à travers le temps et l'histoire, et que nous sommes dotés d'une pensée qu'on pourrait dire à 3 dimensions. On a toutes sortes d'éléments qui nous distinguent des autres créatures, même mammifères, et donc à ce titre-là, nous sommes une espèce très spécifique. Alors cette espèce spécifique, au lieu de les primitifs, par exemple, pour eux, il était évident qu'ils étaient reliés et ils étaient émergents de cette nature. C'est-à-dire qu'ils restaient dans ces cosmogonies et ces cosmologies dans lesquelles ils s'inséraient en quelque sorte. Et c'est pour ça que cette relation qu'ils avaient directe avec la nature, pour leur survie, faisait qu'ils n'étaient pas dans cette séparation nature et nous. Et ils étaient en plus respectueux, parce que cette nature-là, il y voyait un mystère, et derrière ce mystère il voyait un auteur, une entité qui a créé tout cela. C'est pour ça qu'ils étaient, par exemple, pour ne donner qu'une anecdote, les Peaux-Rouges du Nord, que j'aime beaucoup, étaient horrifiés de voir que des Blancs qui arrivaient faisaient des concours de tir, un train qui avance, et puis on flingue les bisons, et puis on fait un concours. J'en ai flingué 3, j'en ai flingué 4, etc., etc. Ils étaient totalement horrifiés, parce que pour eux, d'abord la créature, ils en dépendaient, et que la notion de gaspillage était totalement exclue de leur esprit. Et dans leurs sensations profondes, quand on a fait un peu d'anthropologie, on se rend bien compte que dans leurs sensations profondes, ils ne mettaient pas une cloison nature et nous, ils étaient très reliés à cela, en imaginant évidemment que tout cela n'est pas... Il y a un auteur quelque part qui en fait organise tout cela, et que cette intelligence de l'auteur initial, qui est en quelque sorte inconnue, insérait l'intelligence dans la vie, et que tout ça était vivant, donc sacré. Et ce sacré les habitait d'une façon très forte. J'ai affiché dans ma chambre, la seule chose que j'ai mise sur le mur de ma chambre, c'est le discours du chef Alias Hilton. Vous connaissez? Eh bien, là, il est dans le religieux, dans ce qu'on peut appeler le religieux, dans le lien qu'ils peuvent avoir avec la nature, parce qu'il a réagi en quelque sorte parce que des Blancs voulaient acheter le territoire des Indiens. Et qu'est-ce que répond Hilton? Il dit, mais
la Terre ne nous appartient pas, c'est nous qui appartenons à la Terre. Donc là, il est dans une réalité absolue. Mais cette réalité absolue, elle est en quelque sorte niée par une forme de perception qui est aujourd'hui la nature et nous. Et je pense que toute l'évolution future sera de dire la nature c'est nous-mêmes et par conséquent une perception totalement différente. Je ne sais pas si je suis dans le registre parce que j'ai de la question. C'est ça? Parce que je m'embrouille un peu. Voilà. Mais ça explique aussi à ce moment-là pourquoi l'agrobiologie est difficile, parce qu'on a perdu le lien. Il y a ça, mais alors pour la personne qui se pose des questions sur l'agrobiologie, c'est l'heure de publicité est venue. Nous avons une organisation qui forme à l'agroécologie. Donc, si vous êtes intéressé, que vous êtes embarrassé à comprendre ce que ça veut dire, eh ben on a un établissement en Ardèche du Sud qui s'appelle Terre et Humanisme, où on peut aller faire des stages. Ça dure une semaine parce que c'est une forme d'initiation. Au bout d'une semaine, disons, vous comprenez l'essentiel. Vous n'avez pas une formation globale, mais ça vous permet quand même d'être opérationnel sur évidemment quelque chose qui est à votre mesure. Et après, vous pouvez parfaitement élargir, quoi. Alors il y a aussi des questions autour de la croissance. Le syndrome de Peter Pan. Est-ce que la croissance c'est des améliorations, et est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux s'assagir au lieu de continuer à grandir? En termes de croissance ou quoi? Oui. Bah, bien sûr. C'est ce que j'ai compris. J'espère que je ne trahis pas. C'est pour ça que je citais tout à l'heure ce bouquin que j'ai écrit avec beaucoup de doutes d'ailleurs. Je me demandais s'il allait être reçu, que j'ai intitulé Vers la sobriété heureuse. C'est-à-dire que nous sommes dans la surabondance et malheureux, qu'on le veuille ou non, parce que la consommation d'anxiolytiques est significative finalement du vide. Et j'avais proposé vers la sobriété heureuse. Pourquoi la sobriété? C'est pas serrer la ceinture. C'est-à-dire que c'est équilibrer l'avoir et l'être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une société qui est vouée à l'avoir au détriment de l'être. Donc on est un petit peu dans une forme d'aliénation, et c'est revenir à l'équilibre entre l'être et l'avoir, et on a besoin de quelque chose qui nous libère de cette de cette obsession de l'avoir qui en fait ne produit pas le bonheur. Elle produit de la satisfaction élémentaire, bien entendu, mais elle ne produit pas de bonheur. Et c'est pour ça que, en plus, elle a la sobriété, non seulement elle a un effet sur la simplification de nos besoins, elle a un effet, bien sûr, sur cette satisfaction qu'elle produit parce que nous avons ce qu'il faut et que nous sommes dans cette satisfaction. Et elle a évidemment un effet, on pourrait dire presque géopolitique, parce que de quoi se nourrissent aujourd'hui les multinationales? C'est de l'excès. C'est pas de l'indispensable. L'indispensable est finalement assez facile à résoudre si nous le voulons. Si le désir de l'humanité veut limiter la faim, éradiquer la faim dans le monde, donner ce qui est nécessaire, disons, à l'humanité de ce qui lui est nécessaire comme base de survie, elle le peut, mais elle ne le fait pas. Donc du coup, le superflu, on lui donne aucune limite. Il paraît qu'il n'y a pas eu du tout de crise dans le monde du luxe. C'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, je dis avec beaucoup de circonspection, il paraît que le monde du luxe n'a pas subi en quelque sorte de pénurie, tout fonctionne bien. Et ben, c'est significatif quand même, on peut diagnostiquer à travers ce fait que le superflu prend beaucoup plus d'importance que l'indispensable. Si en dernière ressource il n'y a plus rien et que vous êtes, on vous met disons une miche de pain et un diamant et on vous dit choisissez, s'il n'y a plus rien,
je ne pense pas que vous choisirez le diamant. Donc c'est curieux d'ailleurs, on est rentré dans cette espèce de, là aussi, de fantasme du luxe, du diamant, après tout c'est qu'un caillou brillant, c'est tout, c'est pas plus que ça. Et pourquoi mettons-nous tant d'importance à des choses aussi banales? C'est ça qui me sidère. Et ça, c'est parce qu'on arrive à manipuler l'être humain par le subliminal. C'est-à-dire que ce n'est pas une nécessité, c'est l'image qu'on se donne, la comparaison qu'on peut faire avec les autres. Mais en fait, c'est du superflu. Enfin, je vais peut-être me faire lyncher, mais je suis bien obligé de dire ce que je ressens. C'est du superflu. C'est tout. Et ce superflu, eh bien, quelquefois, le prix de ce superflu pourrait aider à résoudre quand même des problèmes indispensables, très importants. Voilà. Je ne sais pas si. Il reste la question. La ville était très intéressante. Quel est l'avenir de la ville quand on a 50% de la population mondiale qui vit dans la ville très artificialisée? Oui. Et peut-être on va vers 70-80% de la population dans les villes. À mon avis, enfin, je pense que c'est une très grande anomalie et qui risque de très mal finir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une concentration de la population de l'humanité dans des espaces relativement restreints. C'est un peu d'une sorte de hors-sol, c'est-à-dire qu'on est loin de la réalité vivante. Si les camions ne livraient pas dans les villes l'indispensable, c'est-à-dire la nourriture, eh bien les villes seraient asphyxiées. Il paraît que la ville de Paris, si on arrête pendant une semaine les camions qui transportent de la nourriture, etc., pour livrer aux villes, eh bien la ville serait asphyxiée et créer une pénurie interne très très grave. Et on ne peut pas se passer de nourriture. Et il y a une espèce de choses absurdes par exemple dans la problématique de l'alimentation, où on va chercher des aliments à des milliers de kilomètres alors qu'on peut les produire là autour. Il y a une politique de la production proche. L'alimentation, ça doit être à portée de main, ça ne doit pas être quelque chose que l'on fait venir je ne sais pas si vous connaissez cette anecdote d'un camion de tomates qui quitte l'Espagne pour livrer la Hollande. Un autre camion de tomates quitte la Hollande pour livrer l'Espagne. Et ils se sont percutés dans la vallée du Rhône. Et vous aviez les tomates hollando-espagnoles, d'ailleurs ils ne savaient même pas se parler, et ça a été l'image de l'absurdité dans laquelle nous sommes, où il faut énormément de carburant pour alimenter les villes. En plus, la production de l'alimentation aujourd'hui, elle est faite évidemment sur des critères chimiques, à tel point que avec cette alimentation, elle véhicule quand même des nuisances, vraiment, et ça a été étudié, des substances qui sont nuisibles à l'organisme humain. Pourquoi elles sont nuisibles à l'organisme humain? Parce que quand on produit avec de la chimie, on produit ce qu'on appelle des effets de chélation, c'est-à-dire que la plante à l'état naturel dans un sol vivant, elle est comme nous, elle choisit son menu, elle prélève telle substance, telle autre, etc. Et grâce à ça, elle va constituer son menu, le menu qui lui est spécifique. Et la plante d'à côté, qui est différente, elle a aussi son menu spécifique. Pourquoi? Il y a cette intelligence, en quelque sorte, où la plante prélève ce qui lui est nécessaire et qui est adapté à sa propre croissance. Avec la chimie, eh bien, on fait un blocage total, c'est-à-dire que la plante est gavée de substances dites solubles, des engrais que l'on appelle solubles. Quand il y a ces engrais dans le sol, comme ils sont solubles et qu'ils ont un effet osmotique, et bien la plante est en quelque sorte comme violée par ces choses-là, c'est-à-dire que ces substances rentrent dans la plante malgré elle. Ce qui fait que ça a fait un effet de chélation, c'est-à-dire que toutes les substances oligo-éléments, sels minéraux, etc., qui sont dans le spectre général d'une alimentation équilibrée ne passent pas dans la plante. Donc c'est une plante qui aboutit à être une plante artificialisée et donc une nourriture artificialisée. Et elle véhicule en plus des nuisances. Ce qui fait que
avec l'alimentation actuelle, quand on se met à table, plutôt que de se souhaiter bon appétit, il faut se souhaiter bonne chance, parce qu'on avale des substances qui sont réellement toxiques. Il y a des gens qui ont fait des analyses, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas pourquoi les citoyens n'intègrent pas ces choses-là. Ils se sont donné le mal d'analyser, de dire voilà, une plante poussant sur un sol comme ça, elle aboutit à telle déficience, à telle défaillance, à telle pathologie. Elle produit des pathologies parce que les cellules ne reçoivent pas les éléments qui sont liés à leur équilibre. Alors l'alimentation est déséquilibrée et on va chercher des substances de compléments. Et les compléments alimentaires maintenant prolifèrent pour compenser en quelque sorte ce qui devrait être dans l'alimentation même. Et on considère cela comme une norme. Donc ce qui fait qu'il y a énormément de choses, et c'est là où l'agroécologie reprend en quelque sorte sa grande valeur, c'est qu'avec l'agroécologie, coopération avec la vie, mais à la fois cette coopération avec la vie met en route et en dynamique des bactéries, elle permet à la plante d'accéder à ses cellules minéraux, etc. Et la plante s'équilibre. Et en s'équilibrant, elle est moins malade. Étant moins malade, elle a moins besoin de pesticides ou d'éléments de synthèse. Et quand elle arrive dans le corps humain est quand même relié en quelque sorte à cette logique-là. Tout notre organisme est relié à cette logique. Et à ce moment-là, ça donne la santé. Ça donne la santé humaine. Au lieu de cela, on est dans tout à fait autre chose. Alors, je ne vais pas partir frustré parce que je n'ai pas réussi à poser ma question. Oui, mais des frustrés, il y en aura forcément. On est 700, on ne peut pas prendre 700 questions. Vous avez évoqué les 1500 personnes les plus riches de la planète qui gouvernent le monde. Oui. À ce sujet, la semaine dernière, il y avait une petite séquence que j'ai vue et qui a été dite par Étienne Chouard, professeur de droit et d'économie. Cet homme-là, il explique qu'en fait, les politiques, ils servent les intérêts de ceux qui les font élire, et pas les intérêts du citoyen. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette constatation, et est-ce que vous pensez qu'on peut évoluer dans un autre sens par rapport à ça? Alors, pour que les choses soient très claires, c'est la dernière question qu'on a prise. On n'en prend plus, terminé. Parce que autrement, on ne pourra pas respecter les horaires. Et c'est pas réglo, quoi. Voilà. Non, on n'aurait pas dû la prendre. On répond à cette question ou bien il y en a d'autres? Il y avait la question de l'élection en 2017. Ah oui. Non. Alors. Je m'assure. On prendra une dernière question parce que monsieur n'a pas respecté la règle. On en prendra une dernière pause avec quelqu'un qui respecte la règle. Je lui donne la parole à mademoiselle. Elle va prendre la parole. Voilà. Ce sera la dernière. C'était ça, la question qu'il a posée déjà, c'était quoi? Aujourd'hui, ah oui, les multinationales. il vit dans la fragilité. L'homme est extrêmement fragile, il vit dans l'incertitude, il a besoin des preuves pour tout. Et aujourd'hui, on est arrivé que l'homme a besoin des preuves que l'animal possède des émotions. Alors qu'il fait l'appel à la science pour que la science prouve que les animaux possèdent des émotions. Donc l'homme a perdu complètement ses capacités de perception et perception suprasensible si on veut, perception habituelle si on veut, mais l'homme il est complètement perdu, il est complètement fragile dans cette situation. Et la science, alors la science elle apporte des réponses. Et malheureusement aujourd'hui les réponses elles sont partielles puisque la science elle existe dans l'espace et dans le temps donné. La science ne possède pas aujourd'hui l'objectivité absolue, comme c'était dans l'époque, je ne sais pas, vous avez parlé de Socrate, de Platon, alors que c'était des grands penseurs, leurs pensées embrassaient tout l'univers. Et aujourd'hui, la science est partielle. Et donc, on a d'un côté aujourd'hui Pierre Rabhi, qui existe hors temps et hors l'espace. Et l'autre côté, il est là, il est là. Il n'y a pas de problème. Emprisonné dans ces coordonnées X, Y. Et donc,
Moi, je voudrais savoir votre opinion sur ce sujet-là et comment diminuer cette force entre qui on habite, hors temps et hors l'espace, et la science qui est complètement emprisonnée dans le temps et dans l'espace. Je n'ai pas très bien compris la question. Je pense que ce que vous dites, elle exprime que vous avez l'impression que vous êtes dans un espace-temps autre, que vous n'êtes pas connecté à la réalité. Ah bon. Vous voulez répondre à quelle question en premier? La multinationale Oui, on va répondre peut-être à celle-là d'abord. Oui, dans la chronologie, il y avait l'histoire de la multinationale. Ouais. Et non, mais je crois qu'aujourd'hui, il y a en quelque sorte une organisation humaine, et je suis peut-être redondant, mais je pense que les multinationales existent parce que justement nous sommes dans l'excès. Et qu'elles n'existent pas par elles-mêmes. Il suffirait. Il y a Coluche qui disait une chose très simple, dire qu'il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas. On ne peut pas résumer. On ne peut pas mieux résumer les choses. C'est cet excès de superflu qui amène finalement à permettre à des organisations de profit, des organisations des gagneurs d'argent, des obsédés de l'argent, à devenir puissants. Et c'est parce que les citoyens ont un comportement qui, au lieu d'être modéré et au lieu d'être circonspect, produit en quelque sorte des multinationales. Nous les produisons tous. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait d'accord avec des gens qui fulminent contre les multinationales en oubliant que ces multinationales existent parce que nous les faisons exister. C'est tout. Et que si nous étions sobres, justement, si nous étions modérés, eh bien, ces multinationales ne peuvent pas exister. D'autant plus que, regardez par exemple le parfum, les cosmétiques, les machins, les trucs. Alors, bien sûr, on vous manipule l'esprit pour faire rêver, et tout ça, et après on vous dit c'est le parfum machin chouette. Il suffisait de dire c'est le parfum machin chouette, voilà. Mais pas tous ces scénarios subliminaux. Moi je trouve ça vraiment un manque de respect à la personne humaine. Quand je regarde ça, j'ai l'air d'un abruti. Comme si je ne pouvais pas comprendre qu'une bagnole, c'est comme ça, il faut le scénario, on y met un petit peu d'érotisme, un peu de ci, un peu de ça, et cette manipulation est honteuse. Et nous l'acceptons. Voilà. Et donc, les multinationales, c'est les multinationales qui se développent sur l'excroissance, c'est-à-dire sur un besoin illimité de superflu, et c'est grâce à ce superflu que ces multinationales s'installent. Voilà. Enfin, c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé, tout ce que je vous dis, vous n'êtes pas obligé de souscrire. Vous pouvez parfaitement remettre en question. Je ne suis pas là en train de prêcher la vérité. Moi-même, je suis dans des questionnements personnels, ce qui fait que ce que je dis, vous m'avez demandé de parler, je viens parler. Mais en fait, c'est pas pour vous dire voilà la vérité. Moi-même, je suis dans mes questionnements et je ne veux surtout pas vous conditionner à quoi que ce soit. Si vous ne voyez pas les choses par vous-même, si vous ne les voyez pas par vous-même, il faut les rejeter. Alors, je vais repasser la parole à Marion. Il y avait quand même une question. Est-ce qu'on répond quand même à la question de l'élection 2017? Ça c'est Pierre qui décide s'il répond. Ah oui, il y a des rumeurs concernant les élections de 2017. Là, je dois dire qu'il faut vraiment... en 2002, on m'a poussé à me présenter aux élections présidentielles. Et puis, après bien des insomnies avant de donner ma réponse, la pression était là, et puis je me disais, j'y vas-tu pas, etc. Bon. Et puis finalement, je me suis dit, peut-être faut-il saisir cette échéance, non pas pour briguer un poste politique, rentrer dans la politique partisane, mais peut-être faut-il justement saisir
saisir cette échéance pour produire plutôt un forum civique. Qu'est-ce que j'entends par le forum civique? C'est-à-dire révéler finalement ce que la société civile fait et qui n'est pas entendu. Et dire le politique fonctionne, bon, pour moi, ils font de l'acharnement thérapeutique sur le modèle. Enfin bon, ça se regarde sur un modèle qui est moribond de toute façon, parce que... Et puis je veux dire, je n'en veux même pas aux politiques, parce que je sais que la complexité, il y a leur complexité interne, personnelle, il y a la complexité du système qui fait que c'est pas facile à gérer. Parce qu'on s'obstine dans cette logique-là. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de sortir de cette logique si nous voulons qu'il puisse y avoir encore la reprise d'une vraie politique de société qui va en fait être conforme avec les besoins réels de la collectivité humaine. Donc voilà, j'avais lancé ça. Et puis c'est tourné au forum civique, effectivement. Beaucoup de gens sont venus témoigner de ce qu'ils faisaient, etc. En 2012, on a produit Tous candidats. On avait lancé un mouvement Tous candidats pour que tout le monde s'exprime. Et la perspective de 2017, j'ai simplement dit, peut-être faut-il, dans la perspective de 2017, est-ce qu'on ne devrait pas avoir une place, disons, dans le débat public, dans le débat de ce moment-là, dans le débat politique. Mais nous ne sommes pas affiliés à un parti ou à un autre. Nous sommes par contre dans le souci de dire même aux politiques, vous savez, la société civile travaille réellement à un changement. Et c'est donner un espace d'expression à la société civile agissante. C'était surtout ça. Alors, à un moment, on dit peut-être que ça ne peut se faire que si je me présente, c'est les gens qui m'ont fait un peu la pression là-dessus. Je dois dire que je n'ai aucune décision, on a eu encore une rencontre sur cette thématique-là avec les gens, disant mais moi je ne suis pas, tu veux te présenter? J'ai dit non, je ne veux pas me présenter. C'est pas ça le problème. C'est surtout de dire est-ce que nous sommes capables à l'échéance d'avoir ce qu'on pourrait dire une campagne électorale qui serait basée sur un forum civique où les gens exprimeraient, et à ce moment-là on aurait véritablement le potentiel de toutes les innovations qui sont aujourd'hui importantes et qui pourraient permettre peut-être d'éclairer les vraies politiques. Et se poser la question, oui mais ça ne marchera pas si toi tu ne te présentes pas. Et moi j'ai dit non, pour le moment non. Pourquoi? Parce que je ne fonctionne pas du tout sur une volonté volontaire. Je n'ai pas la volonté d'aller vers le politique. Mais je fonctionne par inspiration. J'ai toujours fonctionné par inspiration. Parce que la volonté volontaire peut m'amener dans des impasses. Par contre, si je ressens à un certain moment que c'est juste de le faire, probablement que je le ferai. Mais ça me fait peur. Ça me fait peur parce qu'il y a ceux qui disent vas-y, il y a ceux qui disent mais tu vas t'en prendre plein la figure quand si tu as les 500 signatures. Certains affirment que je les aurai, bon j'en sais rien, peut-être que je les aurai puisqu'on en a eu 200 en 2002. Pourquoi on n'aurait pas 500 signatures? Et une fois qu'on a ces 500 signatures, on fait quoi avec? Et compte tenu que Dieu me garde d'être président de la République, je fais quoi avec tout ça? Voilà. Mais par contre, ce qui me désolerait, c'est que ces échéances passent sans que la société civile ait un espace d'expression pour dire nous faisons aussi de la politique. C'est de la politique que fait la société civile. Parce que la politique n'est pas simplement le scénario politique classique. C'est à quoi nous travaillons aujourd'hui. C'est pour ça que je veux sortir de la marginalité. Pourquoi je veux sortir? Parce que tout ce qui se fait hors du système, de la logique et du credo politique est considéré comme marginal. Or aujourd'hui, je prétends qu'on est de moins en moins marginaux puisqu'on est au cœur de la problématique politique et sociale, que nous sommes en train d'envisager le futur sur d'autres bases, que nous travaillons à ce que ce futur soit différent. Et je suis émerveillé quand je circule de ceux qui cherchent à... toutes les recherches sont là, en domaine architectural, domaine de nourriture, domaine de l'éducation, domaine partout, il y a des initiatives de la société civile qui, si elles étaient peut-être rassemblées,
c'est qu'ici à un moment, elles sont rassemblées comme vous avez rassemblé plusieurs associations pour cette soirée. Si elles étaient rassemblées, elles rendraient lisible en quelque sorte l'aspiration et la volonté des citoyens. Aujourd'hui, les citoyens sont dans le scénario, si vous votez pour moi, on rasera gratuit. Et finalement, on est obligé de mentir, parce que la démagogie amène à mentir, forcément. On sait très bien que des promesses ne peuvent pas être tenues. Par contre, si moi le politique pour lequel je voterai, c'est celui qui me donne une réalité et qui dit, voilà, on va en baver, mais si nous sommes ensemble, on va s'en sortir. Mais c'est pas, si vous votez pour moi, tout ira bien. Donc je ne suis pas candidat. Voilà.